L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Comme les autres, leur regard te place dans une volonté de résultat rapide, il ne peut y avoir que de la pression déjà, de base. Ça et aussi toute la sphère, je vais décevoir, ils vont me prendre pour une arnaque, ça revient beaucoup aussi. C'est est-ce que je compte sur les autres pour savoir que je suis un bon joueur ou est-ce que ça vient de moi? Et là, on touche à l'estime de soi. Kelele, quand il dit Ronaldinho, machin chouette, moi, bas les couilles. En fait, c'est que je pense que si il est obligé de se dire Ronaldinho, machin chouette, bas les couilles, c'est qu'en fait, techniquement, il a quand même identifié que Ronaldinho, machin chouette, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, mais maintenant, il se dit comment je vais réagir à ça? C'est presque ce qu'on va appeler un ancrage. Lui, son ancrage, c'est de se dire vas-y, bas les couilles. Voilà. Et donc, du coup, ça devient une manière, en fait, d'extérioriser ce qu'il pense à l'intérieur. Et après, Makelele, au bout d'un moment, il s'est construit avec ça. Il avait, je pense, une très, très, très belle estime de lui-même qui lui permet que ces simples mots-là, ils résonnent en lui en mode, vas-y. En fait, ça résonne comme lui, je me fous de son niveau et parce que, en fait, moi, je sais ce que je vaux. 3, 2, 1, go. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nico pour un podcast Salut. très intéressant. Comment vas-tu, Nico? Bon, ça va, toujours. Hein. Le petit podcast du jeudi matin Du jeudi, ouais. qui paraissent le soir, ça nous met bien dans l'ambiance. Exactement. D'ailleurs, Nico, je te l'ai pas dit, mais je pars en Argentine, pas ce week-end, mais l'autre. Donc, on fera les podcasts un peu plus tard. Je ferai un décalage horaire. J'ai oublié de te le dire. Ok. Et tu auras un accent argentin, tu parleras espagnol ou... Ouais, le fond sera différent. Je serai au bord de la mer, mais Ok. et Vas-y, nice. le cœur Il va sera nous là. emmener avec nous en vacances. D'ailleurs, la team, vous avez les liens en description de l'Instagram de Nico. Vous avez le lien de l'Instagram de Nico en description, où vous pouvez le retrouver. Il peut vous accompagner en préparation mentale et vous avez aussi le lien en description, de l'académie dans laquelle Nico intervient le mercredi. D'ailleurs, le Yes. courrier était intéressant sur la fixation Ouais. d'objectifs. Mm. J'ai bien aimé le truc écologique. Moi, tu vois, je leur dis plus: «Nico, tu sais, tu as l'objectif qui est là. Ouais. Enfin, tu veux percer, OK, mais est-ce que ce que tu mets en place, donc l'énergie que tu expliquais hier, est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que ça nourrit l'objectif?» Mm. Comment tu l'as amené, Bah, c'était vraiment très propre. ouais, de toute façon, vous allez vous en apercevoir qu'il y a toujours différentes visions. Si on est préparateur physique, plus physique, on va avoir une façon de formuler les choses. Et quand on est préparateur mental, on formule les choses en rapport avec la confiance en soi, on formule les choses en rapport avec le bien-être, etc. etc. Et chaque corps de métier a son objectif. Et du coup, on a chacun notre façon de formuler les choses. Voilà. Ouais, exact. D'ailleurs, aujourd'hui, Nico, on va aborder un sujet, je crois qui doit revenir tout le temps qui revient tout le temps avec tes Ouais. clients, qui revient dans l'académie aussi à chaque fois qu'on fait des lives, plus ou moins, c'est comment gérer la pression. Là, on va mettre Mm. ça dans un contexte parce que comment gérer la pression, il manque derrière, de qui? De quoi? De où? Comment? Ouais. Et pour que ça soit le plus général possible et qu'on s'adresse à tout le monde, on va parler de match, OK. Comment gérer la pression en match? Voilà. Ouais. Comment gérer ça? Nous sommes à ton écoute, Nico. Alors déjà, c'est vrai que quand tu dis que c'est un sujet récurrent, pour le coup, je pense que je vais m'aventurer à dire 100% des gens quasiment avec qui je travaille, et peut-être 98, vraiment mettre sur la table à chaque fois le délire de ouais, j'ai la pression, je me sens pas libéré sur le terrain. Et en fait, je me sens pas libéré sur le terrain, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui t'enchaîne ou qui te limite ou qui te bloque, tu vois. C'est en gros, il y a quelque chose qui ne me rend pas libre. Et en fait, souvent, ce truc qui me rend pas libre, c'est la pression. C'est ça, en fait, qu'on est en train de dire. Et la pression, concrètement, déjà, il faut se demander, effectivement, qu'est-ce que c'est que la pression? La pression, c'est pas un truc souvent qui vient de nous, c'est un truc qui vient d'un enjeu ou de gens, en fait, tout simplement. L'enjeu, il peut venir de nous. Ça peut être si je ne réussis pas ce match, cette saison, ces 6 prochains mois, je ne vais pas basculer en N3, je ne vais pas basculer en N2. Et donc, du coup, voilà, l'enjeu, il peut venir de nous, il peut venir de quelqu'un d'autre. Il peut venir du coach. Les gars, aujourd'hui, il faut gagner, sinon, nanana, nanana. Et voilà, en fait, là, il vous met la pression. Et la pression, elle peut venir aussi voilà, d'un contexte, voilà, un terrain hostile. On a vu
PSG, pas PSG, OM Lyon, si le match il s'était joué, je pense que ce qui s'est passé dans les rues, ça serait peut-être un peu aussi dans le stade, c'est-à-dire un climat chaud, hostile. Bah voilà, peut-être que là, à ce moment-là, les Lyonnais peuvent être un peu galvanisés ou ils Tu peuvent avoir la pression. en parlais aussi hier dans le live dans l'académie que tu étais supporter du PSG et tu as vécu une période, très difficile, entre Exact. 2000 et 2010. Raconte-nous un peu parce que ça rentre dans le sujet du jour, hein. Exact, exact. Alors moi, du coup, je suis supporter du PSG depuis petit. Donc moi, mes premiers matchs au parc, c'était le Jubilé de Rail. C'était le jour du Jubilé de Rail. J'étais petit. Mon beau-père m'avait emmené au parc et j'avais vu une défaite pour commencer du PSG, mais j'étais OK. quand même tombé fan parce que, bah, je sais pas, parce que c'était ma ville un petit peu, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai toujours remarqué qu'entre 2000 et 2010, Paris, ils avaient beau avoir des équipes euh, parfois correctes. Franchement, Ouais, jamais, franchement, Paoletta, c'était correct, hein? ouais, ouais, il y avait quand même des années où le classement, il n'était pas en rapport avec le niveau de l'équipe quand même. Tu vois, je pense pas que dans ces années-là, il y avait un classement qui aurait pu être premier réellement en termes de qualité d'équipe. Après, tout peut arriver, mais en tout cas, c'était jamais les mauvaises saisons, c'était jamais en rapport avec vraiment la qualité des joueurs, mais beaucoup plus la capacité des joueurs à encaisser le climat parisien. Parce qu'à l'époque, le stade du Parc des Princes, c'était vraiment pas un stade comme aujourd'hui, avec des supporters qui chantent, qui peuvent siffler de temps en temps, mais ils sont cool aujourd'hui, les supporters. Honnêtement, c'est tranquille par rapport à avant. Avant, c'était vraiment genre, à la mi-temps, tu perdais, tu te faisais siffler, tu commençais à être un peu moins bon, tu donnais pas ce que tu pouvais donner, tu n'étais pas dans un bon jour, tu te faisais siffler. Par contre, ça poussait très très fort quand il fallait. Enfin, c'était vraiment une ambiance chaude, vraiment, mais qui virait souvent et qui plaçait les joueurs dans la zone de surpression. Et à ce moment-là, bah, en fait, tu avais le simple fait, c'était pour savoir si tu pouvais jouer au PSG ou pas. C'est un peu comme à Marseille. C'est en fait, est-ce que tu es capable de gérer la pression? Ce n'est pas une question de football parce que si tu es invité à jouer dans ce club-là, c'est que certainement tu as des qualités. Maintenant, c'est est-ce que ces qualités, tu vas être capable de les ramener ce jour-là sur le terrain avec le climat et avec le fait que tu as peut-être 40 000 personnes à l'époque au Parc des Princes qui étaient les yeux braqués sur toi, après à te fusiller, tu vois, si tu faisais de la merde. Bah, concrètement, là, ce que vivaient les joueurs du PSG à l'époque, qui est peut-être un petit peu moins le cas maintenant, c'est ce que vous pouvez vivre, vous, sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de 40 000 personnes, peut-être 10 personnes qui vous regardent prêts à vous fusiller, ça peut suffire, même une personne, si c'est votre Ouais. père, si c'est quelqu'un d'important, euh, peut venir et mettre la pression. Donc concrètement, en fait, la pression, déjà, elle est là parce que le regard des autres, vous y donnez de l'importance. Parce que C'est le, Ça compte ça, Nico, hein. Tu sais ça que compte. cette phrase-là, elle est claquée. Ouais, on ne peut pas vivre dans le regard des autres, on ne construit rien dans le regard des autres. Alors, Ouais, les autres, il faut le définir. ouais. Des En gens, gros, OK, mais des gens qui comptent pour toi, ça mon épouse, ça compte, mes enfants, enfin mes futurs enfants, ça compte, tu vois? Et c'est ça ouais, qu'il faut redéfinir. C'est c'est ça important. qu'il faut redéfinir. Et c'est surtout, les autres, du coup, peuvent amener dans la balance des objectifs que tu n'as pas, Ouais. des choses que tu te sens de devoir faire pour eux parce que tu ne veux pas les décevoir, etc. Et en fait, dès lors que les autres te placent dans le il faut, dans le je dois, dans le ça aurait dû être comme ça, dans le je devrais, en gros, tous ces trucs impératifs où tu n'as plus le choix, en fait, et ben, c'est là que la pression elle commence à naître déjà, pas quand on parle de regard des autres. Donc, en fait, c'est pas vraiment un problème des autres, c'est un problème de quel impact les autres vont générer dans notre motivation. La motivation, si c'est aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un bon match, j'ai envie d'aller marquer, j'ai envie de. Tu vois, j'ai envie. C'est une envie. J'ai envie d'aller manger une glace. C'est pas, oh là là, je vais devoir aller manger une glace. Tu vois, c'est j'ai envie. Donc, du coup, tu es porté par une énergie. Alors que le je dois que les autres t'amènent et que l'enjeu peut t'amener aussi, lui, quand tu te dis, quand tu formules un objectif comme ça dans ta tête, je dois pour, je dois car, je dois parce que, je dois, je dois marquer 3 buts avant la fin de saison. Sinon, nanana, nanana. Ah, donc il y a un vrai enjeu. Donc en fait, c'est presque une question par rapport à ton objectif initial de vie ou de mort. Donc en fait, les autres viennent amener ce truc-là un petit peu malsain au niveau des objectifs, au niveau de la motivation. Parce que la motivation, elle est détournée de son sens premier. C'est-à-dire que le sens premier de la motivation, c'est d'amener une énergie pour faire les choses, mettre de l'intensité. En fait, on doit nourrir autant notre motivation qu'elle nous nourrit pour bouger vers notre objectif. Et à partir du moment où la motivation, elle commence à être malsaine, c'est-à-dire je suis motivé pour des mauvaises choses, je suis motivé pour atteindre des résultats, et ben là, à ce moment-là, on est face à de la pression. Parce qu'on doit toujours être motivé pour atteindre des résultats. On est un peu obligé, mais par contre, par la progression que ça génère.
On doit toujours être motivé par ça. Et le problème, c'est que les autres, leur regard, ils ne nous placent pas dans une envie de progresser, ils nous placent souvent dans une envie d'atteindre vite des résultats. Genre, on prenait l'exemple hier dans l'académie, un mec qui est devenu remplaçant. C'est tout de suite l'ego, il est piqué. Ah, je suis piqué. Et donc, du coup, comme il est piqué, c'est les autres, en fait, qui piquent son ego. C'est, putain, il me voit maintenant comme un gars remplaçant. Ça y est, entre guillemets, j'ai perdu ma légitimité auprès d'eux. Je suis plus crédible, en fait. Et comme tu es plus crédible, toi, bah, tu sens une perte, tu sens quelque chose. Et ta motivation, elle n'est plus centrée sur, bon, allez, je vais reprogresser, etc. Je vais remettre, comme ils aiment bien dire, le bleu de chauffe après les interviews, je vais remettre le bleu de chauffe, je vais me mettre au travail, etc. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est que dans ta tête, tu te dis directement, vas-y, je vais leur montrer, il faut que ça aille vite, il faut nanana. Tu vois, tu commences à te mettre un résultat qui devient disproportionné. Tu sais, c'est pourquoi il faut que ça aille vite. Tu as perdu ta place peut-être sur le long terme. Et pourquoi tu vois ce que je veux dire? Pourquoi maintenant, d'un coup, il faut que ça aille vite, que ce soit maintenant? Je comprends la déception. Mais en fait, c'est les autres qui te basculent dans un mauvais objectif. Et ce mauvais objectif, il vient te mettre la pression. Parce que à chaque fois que le coach va t'annoncer une nouvelle fois que tu es remplaçant, ce qui est logique, c'est que tu as perdu ta place au final. Tu vois, tu n'as pas perdu ta place parce que tu as été une fois remplaçant, tu as perdu ta place parce que tu as été deux, trois, quatre fois. Et là, tu sais qu'il risque d'y avoir une cinquième, une sixième, une septième fois peut-être. Donc, si la cinquième, la sixième, la septième fois, elle arrive, tu n'es pas censé être choqué. Tu es censé te dire, OK, je vais me remettre au travail. Dès la semaine prochaine, je vais remettre les ingrédients. Progression, tu vois, objectif de progression. Mais le problème, c'est que comme les autres, leur regard te place dans une volonté de résultat rapide, il ne peut y avoir que de la pression déjà, de base. Ça, et aussi toute la sphère, je vais décevoir, ils vont me prendre pour une arnaque, ça revient beaucoup aussi. C'est est-ce que, est-ce que je compte sur les autres pour savoir que je suis un bon joueur ou est-ce que ça vient de moi? Et là, on touche à l'estime de soi. On touche au truc le plus crucial pour un footballeur, pour un basketteur, pour un chef d'entreprise, qui que ce soit. C'est qu'à un moment donné, est-ce que c'est les autres qui me renvoient l'image d'un mec fort au foot, d'un gars qui a le niveau, ou est-ce que c'est moi qui communique cette image-là, quoi qu'il arrive, même si je suis remplaçant, même si je suis censé être ailier droit et qu'on me met arrière gauche, moi je vais jouer et je sais ce que je vaux. Ça, souvent, quand on parle de pression, c'est pas souvent un problème de gestion des émotions, c'est beaucoup plus souvent un problème un peu plus profond de l'image que j'ai de moi-même. Et du coup, je compte sur les autres un petit peu pour me compléter, pour venir dire à mon moi blessé, à mon moi un peu pas serein, pas sûr de lui, pas en confiance. T'as vu, il a dit que j'étais bon, donc c'est peut-être que je devrais le commencer à le croire. Mais Voilà. tu vois, ça crée, le réflexe automatique du joueur, le travail sur lui, ça va être de: «Je suis remplaçant, faut que mon estime de moi remonte, donc je vais critiquer le titulaire avec les remplaçants pour baisser ce joueur-là» et après, entre victimes, on va se: «Ah mais oui, mais en fait le coach, il voit pas que tu es le meilleur à l'entraînement, mais tu mérites de jouer» et tu sais, ce Ouais. complexe d'entre remplaçants et c'est pour ça que si tu regardes bien les tables, peu importe les équipes, il y a une table où il y a plutôt les titulaires ensemble et il y a plutôt les remplaçants ensemble, tu vois? Non, mais c'est très vrai parce qu'en fait, là, c'est des mécanismes de ce qu'on appelle la protection de l'ego. Ça veut dire à ce moment-là, tu commences à entrer dans un relationnel avec les autres, dans une façon de voir tes objectifs qui viennent en fait juste protéger ton ego et te maintenir le peu d'estime de toi que tu as, le maintenir, mais c'est pas de la bonne façon, entre guillemets. Parce qu'effectivement, une estime de soi saine, elle est oxygénée par l'action. Ça veut dire que c'est vraiment l'action, le moteur de l'estime de soi à un moment donné. Et quand tu sors de l'action pour rentrer dans de la politique, c'est ça en fait, hein, quand tu es dans le vestiaire en train de critiquer, tu fais de la politique quelque part. Tu es là, voilà. Là, en général, c'est que tu n'arrives plus à connecter avec le fait qu'en fait, tu as des objectifs, que si, que ça, tu as un petit peu perdu, tu t'es démobilisé. Et là, à ce moment-là, c'est très compliqué. Et là, à ce moment-là, ouais, la pression, elle peut venir. Parce que si on te redonne ta chance, par exemple, à ce moment-là, alors après avoir critiqué, tu te sens un peu obligé de réussir parce que tous les mots que tu as prononcés vis-à-vis des autres, même si tu les as pas dit directement aux autres, un peu de manière hypocrite, entre guillemets, ça, on va pas se cacher, on l'a peut-être tous fait au moins une fois quand on a été dans une équipe de foot, c'est sûr. Mais ces mots, ils commencent à venir peser sur toi. Tu te dis, j'ai critiqué ce gars-là pour ça, faut pas que je fasse de la même chose, faut pas que je fasse la même chose, tu vois, faut pas que je fasse de la merde. Après, voilà, le coach, il me redonne ma chance, ça alourdit mon contexte parce que j'étais tellement que focus sur le résultat. Le coach, c'est un bâtard parce qu'il me fait pas jouer, c'est un mec bien s'il me fait jouer, tu vois, qu'à ce moment-là, ça vient décentraliser, démobiliser des trucs en toi voilà, le relationnel avec le coach, tu n'es pas censé être aimer le coach ou détester le coach, c'est censé être relativement neutre vis-à-vis de lui. Lui, il est là pour faire ses choix. Et voilà, et à partir du moment où tu rentres dans un truc comme ça,
bah ouais, au final, tu es un petit peu démobilisé. Et quand tu arrives sur le terrain, bah, tout ce que tu as fait, c'est alourdir ton contexte. Parce que c'est comme si tu avais annoncé pendant des semaines, des semaines, des semaines, moi, les gars, si lui, il est nul, lui, il est nul, lui, il est nul. Donc, sous-entendu, bah, moi, si vous me faites jouer, je vais être bien mieux. Donc, à partir du moment où tu joues, bah, c'est le moment de le montrer. Parce que même si tu as parlé de ça avec d'autres remplaçants, il y a un moment donné, tu as quand même parlé. Donc, il va falloir. Donc, tu t'alourdis ton contexte, tu alourdis la pression. Bref, en fait, pour moi, la seule chose qui permet réellement de gérer la pression, c'est de ne pas la laisser totalement venir et nous submerger. Déjà, c'est d'avoir une bonne estime de soi. Ensuite, Parce que après, si on parle. tu Ouais. parlais de contexte, c'est souvent le cas. Il y a tous les joueurs du PSG où on voit au Real où ça s'écroule et même dans les clubs amateurs quand un joueur passe de district à régional ou de régional à national. Comment gérer justement, tu étais en train de le dire, mais comment gérer ce contexte-là de pression où, OK, là je suis dans une Ah, t'entends plus. le micro avait coupé, excuse-moi Nico. Ouais, ouais, pas de souci. Et voilà, je passe en U17 NAS, je sais que là, cette année-là, je peux me faire repérer par un centre de formation. Il y a un H tu vois, autour du terrain, je sais qu'il y a des recruteurs à chaque match. Mm. Là, moi, à la base, j'étais en R1 ou en R2. Là, on me propulse dans un niveau qui est pas encore le mien, donc faut que mon temps d'adaptation de la pression soit le plus rapide possible. Mm. Comment je fais? Bah, ça c'est vraiment un cas bah, qui vient toucher, pareil, ton estime de toi pour moi. Parce que si tu changes de contexte, si tu passes de la R1 à la 17 NAS, en fait, c'est déjà la question, est-ce que tu es capable, dans ta tête, de te voir comme un joueur de 17 NAS? Parce que si tu te vois toujours comme un joueur de R1, tu as toujours l'impression d'être le cheveu sur la soupe, le mec, ah, c'est déjà bien qu'il m'ait pris, je suis reconnaissant. Enfin, c'est bien d'être reconnaissant, mais dans le sport, il faut vite, vite, vite embrayer sur de la performance. Si tu es là reconnaissant pendant 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, tu es là, ah bah merci de m'avoir pris. Tu es encore bloqué sur le moment, genre, ah, ils m'ont quand même accepté à la table. C'est vraiment des gars sympas. Hein. Bah non, mais ça me fait penser, et tu vois, on en avait parlé dans un précédent podcast, à Jonathan Klaus, quand il avait été la première fois en équipe de France. Et il l'a redit après une interview. Il l'a dit, là maintenant, il est revenu en équipe de France. Maintenant, je viens plus pareil. Il a dit un truc comme ça. Je pourrais pas reciter exactement ces mots, parce que je me rappelle plus exactement la teneur de ces mots, mais je me souviens que la substance du message, c'est maintenant, je viens vraiment pour faire l'Euro. Je viens vraiment pour prendre ma place. Alors qu'avant la Coupe du Monde, il a eu sa chance aussi. Ouais, c'était Et tu, bonus pour lui, tu vois? et tu sentais que voilà, il était là un peu justement en mode, ouais, déjà, c'est bien que je sois à cette table. Hein. Ah, c'est beau. Et en fait, bah, parce que tout simplement, déjà, en termes d'estime de lui, etc., il ne se voyait pas comme un joueur d'équipe de France. Il ne se voyait pas à ce niveau-là. Donc, pour lui, c'était presque lui-même, il vivait ça comme une anomalie d'être à ce niveau-là. Donc, déjà, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et après, bah, quand on parle de pression vraiment pure et dure, parce que tu te vois comme un joueur de 17 NAS et tu te retrouves tu te vois comme un joueur de 17 NAS alors que tu étais en Mmh. R1. Bah, là, gestion de la pression, là, on rentre justement dans la préparation de match. Pour moi, la pression, c'est quelque chose qui va forcément s'inviter parce que si tu es dans un club de ton niveau, tu vas avoir des objectifs de ton niveau. Et donc, forcément, si tu as des objectifs, ou même un petit peu supérieurs à toi, c'est ça le mieux, c'est d'avoir des objectifs qui sont juste au-dessus, juste la marche au-dessus. Voilà. Et là, tu progresses. C'est ça la progression, en fait. C'est d'avoir des objectifs qui sont juste un peu supérieurs. Si tu les mets trop haut, tu vas dire, ah non, vas-y, laisse tomber, c'est trop loin. Et si tu les mets juste au-dessus, voilà. Donc c'est normal en fait qu'il y ait un peu de pression parce que le but, c'est justement d'avoir un challenge qui te pousse à sortir le meilleur de toi-même. Si maintenant tu es un joueur de 17 NAS et je te dis, ça te dit, on va faire un foot entre potes avec des joueurs de U16 D1, bah, tu vas te dire, elle est où la motivation? Il est où le challenge? J'ai pas envie. Alors que si je te dis 17 NAS contre le premier du championnat, ah, là, c'est une bonne raison de me donner à fond. Donc, dans ce contexte-là, en fait, c'est normal qu'il y ait un peu de pression. C'est même logique et c'est même souhaitable, en fait. Maintenant, la question, c'est est-ce que quand tu prépares ton match, tu la laisses s'inviter euh, en toi ou est-ce qu'à un moment donné, quand tu commences à passer la porte du moment où tu commences à encaisser la charge émotionnelle du match, parce que par exemple, si tu as un match le dimanche, pas se mentir, le jeudi, tu n'as pas encore la charge émotionnelle du match. Ça commence à venir dans ta semaine et tu n'es pas encore dans le match, littéralement. Genre, là, le coach il va annoncer sa compo, dans 2 secondes, je vais être à l'échauffement. Non, tu vois, tu n'es pas dedans encore. C'est encore lointain. Par contre, il y a un moment donné où, certainement dans la journée du dimanche, où la charge émotionnelle du match, elle commence à s'inviter dans ta vie. C'est-à-dire que moi, je pense souvent que c'est un peu la veille, mais souvent, c'est le jour J où vraiment, là, on prend l'intégralité de la charge émotionnelle. Le paroxysme de la charge émotionnelle, il arrive même, je pense, juste avant le coup de sifflet de l'arbitre ou avant l'échauffement dans les couloirs, etc., selon les joueurs, ou dans le vestiaire au moment de la compo, tout ça. Enfin, il y a un moment donné où tu es là en mode, voilà, je sens qu'il faut que je gère un truc qu'il n'y avait pas il y a 5-10 minutes. Voilà. Et bien ça, si ce point-là, il n'est pas maîtrisé et que tu n'as pas des petits exercices fluides, pour te rendre fluide justement,
pour. Déjà, si tu n'as pas conscience de ça, bah, tu vas la laisser s'inviter. Donc, le but, c'est d'en avoir conscience, de dire là, tu vois, je commence à me tendre. Donc, j'en ai conscience. Et là, bah, c'est juste, à ce moment-là, un exercice de détente. Quand on parle juste de pression liée à un match, à des objectifs, etc., c'est juste des objectifs liés, des exercices liés vraiment à la détente. Et là, on est vraiment dans des exercices simples déjà de respiration, d'apprendre à bien respirer. C'était Erling Haaland qui est un coach de respiration. Et Euh, tu sais que Nico, c'est intéressant que tu dises ça parce que, parfois les gens n'ont pas conscience que le mot pression, ça veut dire on compresse quelque chose. La pression, c'est comme quand un sous-marin va dans l'eau, ou même quand bref, c'est l'atmosphère qui est comme ça et le fait de se détendre, la première chose, c'est ça passe par le contrôle de soi, par la respiration. Avec la ouais. respiration, tu peux contrôler une tonne d'émotions. Ouais, mais et, c'est et, bullshit, la, ouais, et mais la conscience du moment oui, présent. mais c'est ce que dit tu vois, les gens vont dire: «Ouais, mais c'est bullshit, c'est comme les affirmations, c'est comme ci, c'est comme ça» et en fait, tous ces micro détails additionnés les uns aux autres, c'est ça qui fait une vraie différence. Ah bah oui, ouais, non, mais concrètement, si tu as une préparation d'avant-match qui est carrée, normalement, la pression, elle ne s'invite pas parce que tu as travaillé toute la semaine pour être détendu. Tu t'es rendu euh, relâché, tu vois, as créé un état de relâchement tout au long de ta semaine avant tes entraînements, etc. Donc le match, en fait, finalement, ça devient quelque chose d'identique, quoi. C'est je gère la pression qui arrive, il y en a peut-être un peu plus, donc je vais peut-être plus me focus un peu plus sur ça le temps où elle arrive. Et après, voilà, je me plonge dans, Comment, dans, dans... comment t'expliques cette préparation mentale un peu à l'ancienne d'un Barthez ou d'un Makelele? Tu Alors, sais, précise peut-être. très balécouilliste, alors est-ce que c'est en façade ou comment ils sont drivés ces mecs-là? Alors là, moi, je pense que quand ces mecs disent allez, je m'en bats les couilles, justement, ils ont trouvé un moyen d'interagir avec la partie d'eux-mêmes qui a la pression. En fait, c'est comme si c'était un discours interne, tu vois, un discours que tu es censé avoir avec toi-même, que tu extériorises en mode, c'est peut-être ce qu'ils se disent dans leur tête, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Makelele, quand il dit Ronaldinho, machin chouette, moi, bats les couilles. En fait, c'est que je pense que si il est obligé de se dire Ronaldinho, machin chouette, bats les couilles, c'est qu'en fait, techniquement, il a quand même identifié que Ronaldinho, machin chouette, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, mais maintenant, il se dit comment je vais réagir à ça. Bah, c'est presque ce qu'on va appeler un ancrage. Lui, son ancrage, c'est de se dire vas-y, bats les couilles. Voilà. Et donc, du coup, ça devient une manière, en fait, d'extérioriser ce qu'il pense à l'intérieur. Et après, bah, Makelele, au bout d'un moment, il s'est construit avec ça. Il avait, je pense, une très, très, très belle estime de lui-même qui lui permet que ces simples mots-là, bah, il résonne en lui en mode bah, vas-y. En fait, ça résonne Et comme lui, je me fous de son niveau et parce que, en fait, moi, je sais ce que je vaux. Tu vois, le bas les couilles, ça veut dire Ronaldinho, il a beau être très fort, mais moi, je sais ce que je vaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu n'as là pas le on moi, je sais ce que je vaux, bah, tu vas te le dire, mais ça va pas avoir le même impact parce qu'au profondeur de toi-même, bah, tu n'es pas certain que tu vas vraiment pouvoir contenir Ronaldinho, tu vois. là on va griller des méthodes de joueurs, mais c'est le but et que ces joueurs-là qui nous écoutent, qui le font, en aient conscience. Les joueurs nonchalants sur le terrain, tu sais, les Ouais. joueurs nonchalants, les joueurs qui essaient de faire des passements de jambes, qui disent: «Ouais, de toute façon, j'étais pas à fond, de toute façon». Ouais. Ça, c'est des joueurs, en fait, ils ont tellement une surpression qui, Mm, mettent une mm. excuse tellement puissante pour dire: «Ouais, en fait, tu vois, j'étais à Alors 2%». En ça, gros. ça c'est vraiment, je me revois quand j'ai fait des interventions Au PFC? ouais, au PFC pendant 2 saisons où j'ai eu l'occasion d'intervenir sur différents joueurs. Et je me revois plusieurs fois avec ces joueurs-là parce que ça, les gars, je vais peut-être stigmatiser un peu, mais allez, on va y aller quand même. Ça, c'est ce que j'appelle un peu la mentalité quartier, la Ouais, j'allais mentalité le mec dire, de c'est les quartier. mecs de quartier, Mentalité mec de c'est le quartier, on l'a déjà City dit, je au crois, stade et dans un précédent podcast où le fait d'être un mec de quartier, c'est stigmatisant, les gars. Je peux pas dire autre chose parce que sinon, après, on rentre dans les cas, nanana, on va dire la mentalité mec de quartier en général. Voilà, donc ne le prenez pas mal, bien évidemment. C'est très positif pour plein de trucs. Ça t'aide à affronter des challenges, tout ça, nanana. Par contre, ce que j'ai remarqué, les gars, et ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, souvent de mecs de quartier et d'autres aussi qui ont un peu le même réflexe, mais qui ne sont pas forcément. Mais c'est pour vous donner, c'est un peu ce syndrome-là. C'est le syndrome. Les gars, moi, j'étais même pas à 30%. Et en fait, je suis même pas à 30%. C'est pour avoir à éviter le fait de se donner à fond et de se rendre à l'évidence et de se dire, en fait, j'ai simplement pas été bon. Peut-être que je suis pas assez bon. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un mécanisme de protection de l'estime de soi, de l'ego, quoi, de se dire, si je me donne pas à fond, comme tu l'as dit, au moins j'aurai une excuse, au moins, voilà. Et en fait, dans leur manière d'être, ils se détachent déjà en fait des objectifs collectifs, ils se détachent déjà des objectifs
de leur carrière ou quoi que ce soit. Ils font comme s'ils s'en battaient les couilles pour, au final, Et justifier le sinon, fait que si ça n'a pas marché, en fait, je m'en foutais un peu, t'as vu. on peut ouvrir un débat parallèle, mais qui n'a rien à voir avec le débat parallèle de Daniel Riolo. C'est que t'expliquais, il y a des avantages d'être dans un quartier, Ouais. heu, mais là, tu vois, j'ai peur qu'on tombe dans un biais cognitif où en fait, on regarde que ceux qui percent, mais on regarde pas ceux qui percent pas. Dans les Ouais, 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 quartiers, bah, combien de joueurs sont emmenés, en fait, dans le quartier, la première chose où les jeunes sont exposés, c'est belles voitures. C'est le baron du quartier qui a des belles voitures, location. Donc en fait, ils ont 3 chemins pour y aller, enfin 4. Il y a le football, le rap, la drogue et le dernier, ouais, c'est, ouais, trouver un job, carré et la plupart vont se lancer dans le football. Tous se lancent dans le ouais, ouais. football dans un premier temps. Mais le problème, c'est que tu es drivé par les mauvaises intentions. On en parlait hier dans la fixation d'objectifs et après, le regard des autres, l'ego, Mmh. là, encore une fois, on revient à un objectif que tu as fixé hier, c'est l'ego. Bah, le problème, c'est que le football est aussi ta carrière de football est au service de ton ego. Ça revient au fait: «Ouais, je t'ai pas 30 Ouais, 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 ouais. vas-y, il y a tout le monde qui me snap sur le bord du terrain, je dois taffer le défenseur adverse». Tu vois, en Mmh fait, mh. c'est une énergie qui est consommée et qui est mise en place pour prouver des choses qui n'ont pas lieu d'être, tu vois? Au lieu Ouais, bah, d'avoir un c'est en un fait, plan de carrière classique. ça te fait perdre, tout ça, ça te fait perdre le focus sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le terrain, le jeu en lui-même et en fait, tu rajoutes des trucs qui viennent avec toi sur le terrain en mode: «Ouais, il y a mon pote dans les tribunes, il faut que je montre. Ouais, nanani nanana» et aussi et moi, pour moi, c'est une force comme ça peut être une faiblesse, c'est qu'il y a plein, on va dire de gens, des mecs dans les quartiers ou quoi que ce soit, qui doivent réussir. Donc ça te donne une dalle de fou. Ouais, Maintenant, c'est la dalle, elle est à la hauteur de la pression que ça te met tu vois, entre guillemets. Donc après, peut-être qu'il va dire, moi, j'ai pas la pression, tout ça, nanana. Et tant mieux si c'est le cas, bah, il va peut-être et avoir une motivation de ouf pour réussir. je Mais le renvoie jeu doit, à un moment donné, il vient quand même mettre quelque chose de plus compliqué à gérer que quelqu'un qui ne doit pas forcément réussir, même si ça lui donne une regarde. dalle de ouf, on va pas se mentir. J'ai 2 exemples. Là, je te dis le film Banlieusard, comme ça j'oublie pas, mais quand tu regardes tous les mecs de quartier qui ont percé, ils ont eu la chance, parce qu'ils ont bossé, de sortir de ça en allant en centre des formations ou à Clairefontaine ou en Pôle espoir. Donc du coup, dès l'âge de 13 ans, ils se sont séparés du quartier et ils évoluent dans un environnement sain. Parce que quand on Mhm. fait la parallèle avec le film Banlieusard, tu as Kerry James qui est le baron Ouais. et tu as son frère qui devient avocat. Tu as 2 destinées et ils ont le même environnement social. Sauf que la pression sociale, quand tu es dans un quartier, en fait, tu sur le fil du rasoir, le petit frère qui devient avocat, il aurait pu balancer aussi, tu vois? Il aurait pu contrebalancer et quand tu es à fond dans ta carrière de footballeur et que, il y a une descente de police où tu peux pas très mal dormir ou par exemple, l'environnement dans le quartier, il est pas super bon, ou tes parents, en fait, tellement que c'est la galère, tu leur dis: «Je veux percer», mais te disent: «Eh, mon fils va travailler», ça, c'est secondaire, le football. Tu vois? C'est des environnements, c'est tous ces petits détails-là ou Ouais, sinon au ouais. quartier, ils le disent tous: «Eh vas-y toi, ferme ta gueule, va travailler ou fais un truc, tu deviendras jamais pro». Tu l'entends cette phrase-là sortir de leur bouche? «Eh vas-y, tu es Ouais, non, claqué, tu non, perceras jamais». Et tu vois, c'est un environnement où ah ouais, ils ont peut-être non, raison, c'est tu vois? clair. Non, en fait, au-delà de tous ces trucs-là que tu peux dire, effectivement, qu'on tire aussi des films, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui réussissent à l'école, aussi dans les quartiers. C'est pas du tout Ouais, un bien problème. sûr, Mais mais c'est surtout que je pense que le c'est vrai fil que est tellement court entre le, passer dans l'illégalité ou dans la c'est tu vois le au-delà, truc? au-delà de tout ça qui peut-être est vrai. Là, pour le coup, je vais pas forcément avoir une opinion là-dessus tranchée, mais c'est surtout que je pense que réussir en venant de là, ça a demandé plus d'étapes de Ouais, force intérieure, parce que effectivement, là, ce qui est le plus intéressant de tout ce qu'on a dit, c'est peut-être le, le, le regard des autres, il se verbalise plus dans les quartiers. Genre, entre mecs de quartier, ça va charrier plus fort, ça va, tu vois, ça va envoyer des pics ouais, beaucoup plus forts, ça va être plus dur. Donc en fait, tout de suite, ça te confronte directement à devoir être plus fort mentalement pour affronter tout ça et à te faire passer directement d'un niveau supérieur d'intention quand tu arrives sur le terrain. C'est que moi, je viens pas pour faire un match fade parce que sinon, je vais me faire tailler, tu vois. Parce que ouais sinon, on va dire que je suis bancal, on va dire que je suis une arnaque ou quoi que ce soit. et Alors que, aussi voilà, et ça, un c'est une force, en vrai. C'est une force, un mais un bon besoin contrebalancé sur profond de d'autres trucs. quartier, Nico, un bon besoin profond de quartier avant de revenir sur la pression, ça peut être aussi en lien, c'est de voir sa mère monter les courses tous les jours, Ouais. se lever très tôt le matin pour aller au travail. Bon, personnellement, moi, c'est un objectif que j'ai avec mon frère, pourquoi on est devenu indépendant et pourquoi on affronte parce qu'on n'a pas envie que nos parents, ils ont une retraite de merde, on a envie qu'ils vivent bien, tu vois?
Mais un mec de Mmh. quartier, et on l'a vu avec Mohamed Denis, pourquoi il a fait une grosse carrière sur Snapchat et YouTube, la daronne à l'abri. C'est le mot d'ordre. Ouais, bah non, mais c'est clair que. Et c'est ça, c'est un besoin profond qui pousse le joueur sur le terrain en mode: «Bon là, Ouais, on non, mais on en c'est. revient à ce qu'on a dit hier dans l'académie, réussir ou mourir», et le contrebalancier peut être hardcore, tu vois? Mmh. Parce qu'il se dit: «Le football, ça a pas marché. OK, il faut absolument que la daronne, elle sorte de là. On peut emprunter d'autres chemins». Mais Ouais, ouais. c'est là où le besoin profond, il est sain, et sur le Bah, terrain, on peut se battre pour ça. c'est comme quand on parle, tu sais, de l'intelligence artificielle, quoi. Si tu câbles une intelligence artificielle, tu sais, je sais pas si tu avais déjà entendu cette histoire pour plier des trombones. Voilà, si tu donnes un robot qui a des bras, une intelligence, voilà, ton objectif c'est de plier des trombones. Il y a un moment donné où, alors j'ai pas l'histoire, voilà, il va commencer à partir en couille en fait, en mode, là maintenant il y a plus de fer, du coup je vais devoir aller chercher du fer, extraire machin, nanana. Puis finalement le problème c'est les êtres humains parce qu'ils m'empêchent d'avoir du fer, donc en fait je vais zigouiller toute l'humanité, ça va me permettre de continuer ça va me permettre de continuer Ouais, à plier des trombones, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est sûr que si tu places l'objectif, mettre, comme tu dis, la daronne à l'abri au-dessus de tout, ouais, ça peut te faire. Bah, du coup, si l'objectif, c'est ça le truc ultime, bon, bah, le foot, c'est un chemin, il y en a d'autres, tu vois. Maintenant, si tu es un mec de quartier, parce on est parti sur cette voie-là et que tu veux réussir, il faut pas que l'objectif ultime, ce soit mettre la daronne à l'abri, parce que ça, c'est une conséquence heureuse de ta réussite dans quelque chose. Il faut que tu te fixes maintenant une ligne qui soit purement football, liée à de la progression, liée à avoir une candidature crédible pour devenir un joueur de, je sais pas, 17 NAS, de centre de formation, de 19 ouais. NAS, etc., etc., et que tu remettes que du football dans ta tête, effectivement. Donc c'est peut-être plus dur ou pas, d'ailleurs, je sais pas, parce qu'il y a d'autres environnements qui sont pas des trucs de quartier qui sont tout aussi compliqués à gérer. Au final, hein, des climats familiaux pas sains, etc. Il n'y a pas besoin d'être dans un quartier pour avoir ça. Mais malgré l'environnement qu'il peut y avoir, il faut que toi, tu manges football, dormes football, vives football. Ça ne veut pas dire que tu oublies l'école ou quoi que ce soit, mais que tu sois centré sur ta progression et que les objectifs, tu les fais pas basculer dans un je dois, il faut, nanana, mettre la daronne à l'abri. Tu vois, si tu as vraiment cet objectif-là, c'est déjà lourd à ton âge. C'est déjà lourd à porter parce que en vrai, pour l'instant, tu gagnes pas suffisamment, tu t'en rends compte, donc ça te met encore plus de pression, etc., etc. Donc le but, il est vraiment que tu remettes que des objectifs sains là-dedans. Ouais, tu as peut-être plus de grinta que les autres pour réussir. Tant mieux. Bah voilà, j'ai envie de te dire, fais-en une force, n'en fais pas une faiblesse en étant happé par différents trucs, en ayant le mauvais objectif au-dessus de ta tête et en rajoutant de la pression à la pression, parce que déjà, pour réussir dans le football, il y a des moments ouais, où tu auras de la pression, des matchs importants qu'il ne faudra pas louper. Et ça, tu n'as pas besoin d'en mettre plus. Il y en a déjà dans une saison. Donc, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Et après, ouais, Ouais, parlons, il y a aussi toute une partie bah, voilà, des footballeurs qui non ne mais sont pas du tout là-dedans parenthèse et Nico, qui. parce que ça peut créer un malaise ou autre. On n'est pas là pour, pointer du doigt, hein. On est juste Ah là non, pour non, dire non. de Ah non, notre expérience, c'est que ce de qu'on a l'année. pu Et voir. Moi, mon expérience, moi, c'est laquelle? c'est vraiment aussi moi ce que j'ai pu voir, notamment au PFC, tu vois, où je me Ouais, suis revu faire cette séance-là une, deux, trois fois sur quelques joueurs différents. Moi, j'étais avec des stagiaires pros, donc du coup, j'en avais pas non plus 25 à suivre d'un coup. Mais le truc de maintenant, tu es en centre de formation et tu n'as plus rien à prouver, entre guillemets, à d'autres en mode, tu as vu, voilà. Et le schéma du gars qui réussit à la cool, il faut que tu le gommes parce que, en fait, tout ce que tu envoies, c'est un langage non verbal trop nonchalant, un truc qui colle pas avec les codes du haut niveau. En fait, on va pas te respecter plus pour ça. Au contraire, c'était valable justement dans les quartiers, dans les championnats peut-être D1 de ta région, R2, etc. et Mais passer un certain cap, on attend un mec qui montre une implication sans faille et le côté ouais, t'as vu, je suis pas à 30%, ça n'impressionne plus personne dans les éducateurs que tu as et ça te fera pas signer un contrat pro plus vite. Au contraire, au contraire. à Toulouse, ils faisaient le yo-yo. C'est-à-dire que de Marseille ça va, c'était différent Marseille. Mais la région parisienne, quand ils venaient au centre à Toulouse, en fait, il y avait une première phase où, écoute, ta façon de marcher à la street, ta façon de parler et ta nonchalance, on la gomme. Le Ouais. directeur, il arrivait direct, et le Parisien, mais il le gommait tout seul parce que sinon il était stigmatisé, et en Mmh. vrai, on veut pas d'un mec comme ça dans un groupe, c'est pas bon. Il était carré le mec. Le Parisien, en quelques mois, il était carré. Mais on rentrait à la Toussaint en décembre, en février, en avril et pendant les grandes vacances. Je te jure, à chaque fois qu'ils revenaient du quartier, en l'espace de quelques semaines, et beh, ils avaient retrouvé leur habitude et ils s'étaient fait, pas laver le cerveau, Ouais. ils avaient Bah là, réimprimé leur stigmate,
Tu vois le Là, je vais truc? pas te mentir, je vais dire de manière voilà, spontanée, je reconnais mes gars, quoi. Tu vois, moi, je viens de la région Ouais. parisienne. Peut-être que c'est la même chose à Lyon, à Marseille, dans d'autres grandes villes, mais je viens de la région parisienne. Toute ma vie, j'ai joué au foot en région parisienne. Et ouais, ce qui est valorisé, en tout cas dans ma génération, et je pense qu'il est toujours le cas, ce qui était valorisé, c'était de réussir avec moi, je n'oublie pas d'où je viens, moi, je reste moi-même, moi, nanani, moi, nanana. Et en fait, c'est une erreur parce que dans tout ce que tu fais dans la vie, il y a des codes à acquérir. C'est-à-dire, voilà, je ne peux pas percer sur YouTube en étant un mec, j'ai pas de micro, j'ai une caméra de merde. Tu vois, c'est des codes. C'est qu'à un moment donné, YouTube attend un certain truc. Il y a peut-être des exceptions, mais tant mieux pour eux. Mais la Ouais. plupart du temps, si tu n'as pas le minimum, bon, c'est inaudible, on n'a pas envie de t'écouter. Tu peux pas réussir en politique si tu n'es pas propre, bon chic, bon genre, un minimum. Tu vois, Ouais. que tu n'as pas une bonne élocution, blablabla. Tu peux pas réussir dans le football si à un moment donné, ton langage non verbal, ton attitude, tout ce que tu fais va en dehors des codes du football. Et en fait, le problème, c'est que il y a plein de mecs en Ile-de-France et peut-être ailleurs qui se trompent et qui n'ont pas forcément encore Il se acquis trompe les de codes. combat. Ils se trompent de combat, voilà. Et en fait, le combat, c'est un combat de moi, je veux prouver à mes gars, tu vois, que voilà, que je suis là et que voilà, je suis toujours le même, nanana. Alors qu'en fait, il faut sortir tes gars de ta tête et être focus sur ton objectif foot. Je veux dire, moi, ça me fait beaucoup penser à Dembélé quand il était à Barcelone. On dit qu'au départ, il y avait des problèmes. C'est pas un gars d'Île-de-France, Dembélé, tu vois. Donc, on parle, mais au final, on aboutit sur un exemple avec Dembélé. Mais on dit qu'au départ, il y avait un problème. Donc, je connais pas Dembélé personnellement. Voilà, juste, je lis ce que j'ai pu lire, etc. Qu'au départ, il y avait un petit problème de comportement. Pas désinvolte, enfin, pas. Il n'insultait pas tout le monde, mais il était un peu nonchalant, un peu pas assez sérieux, etc. Et bah voilà, tu sentais que Dembélé, peut-être qu'à un moment donné dans sa vie, son objectif, c'était peut-être de rester le même que ce qu'il était avant. Mais tu ne peux pas rester le même que ce que tu étais avant à partir du moment où tu deviens une icône mondiale. Enfin, tu peux rester le même sur plein d'aspects, mais tu commences quand même à rentrer dans une nouvelle Ouais. sphère, à avoir des nouveaux codes J'ai pour pouvoir continuer à jouer à ce jeu-là, tu vois. j'ai une réponse à la question. Là, ça concerne tout le monde. Ouais, lui, il a changé. Et en fait, non, c'est pas lui qui a changé, mon gars. C'est toi qui es resté à la même place. Lui, il est devenu pro. Ouais. Toi, tu es resté le même. Et lui, il a Et, changé parce que c'est pas un changement, c'est une évolution. Aujourd'hui, un et ouais, Mbappé ne peut plus faire ce qu'il faisait avant quand, bah, il était au centre des formations, tu vois? ah, non, c'est clair. Et Donc c'est il même, faut on doit accepter être ça. content pour lui qu'il ait changé, justement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. On Mais doit c'est tous être contents négatif, pour un c'est gars qui plus: a changé. «Ouais, vas-y, lui, il a changé. Ouais, c'est bon, il a de l'argent, il a changé». Mais pour avoir cet argent-là, il a dû changer. Et si tu en as pas aujourd'hui, toi, ou si tu as pas réussi, bah, c'est que tu as pas changé, que tu es resté le même. Je t'ai laissé enfin, je t'ai laissé, enfin, je t'ai laissé où je t'ai trouvé, non? C'est quoi la phrase, Moi, par exemple, j'ai mis des gens de côté dans ma vie, heu et beh, quand je les revois, je les retrouve où est-ce que je les ai laissés, tu vois? C'est les mêmes. Mhm. «Oh les Non, gars, mais avancez, bougez-vous, faites des choses». c'est c'est Non, ça. c'est le Après, même. là, Même on excuse, même a, façon de faire. on a un peu dévié du sujet de la pression initiale, même si, bon, Bien on peut sûr. tout rentrer dans ce truc-là. Mais c'est clair que oui, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'objectif foot, il est déjà bien assez important si tu veux faire une carrière, pour qu'en plus de ça, tu te mettes des paramètres de il faut que je renvoie une image, il faut que ci, il faut que ça. Non, c'est rentre à fond dans les codes de ce qu'on te demande, parce que c'est les règles du jeu que tu as décidé de jouer. Sinon, tu joues pas au même jeu que les autres. Donc, à partir du moment où tu veux jouer à un jeu, il faut jouer selon un minimum les règles du jeu. Si tu joues pas selon les règles, voilà. Donc, si ton langage non verbal, tout ça, c'est pas bon. Si ton attitude dans un groupe, c'est pas bon, autant ça passait dans les années peut-être 90, 2000. Autant là, pour avoir Et parlé même, avec des directeurs de centres de formation, il y a trop de monde. maintenant, ils se disent non, bah, les gars, on se prend plus la tête. T'es bon, mais tu rentres pas dans les codes. On sent que tu veux plus être Ouais, un gars tu veux pas être un gars qui fait un effort à ce niveau-là, etc. ça a Bah, commencé ça, depuis Nice ça le Now. fait plus. Ça le fait plus. C'est depuis Nice Now où ça a commencé, Nico. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, il faut accepter le jeu que tu as décidé de jouer. Et chaque jeu présente des avantages en termes de règles, chaque jeu présente des inconvénients. Voilà, bah toi Antoine, tu joues le jeu de YouTube là actuellement. Bah ouais, ça a un avantage, tu as une petite notoriété ou même une bonne notoriété dans ce milieu-là. Par contre, c'est 4, 5 vidéos par semaine depuis 8 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tout le monde est prêt à le faire? Non, mais par contre, c'est les règles du jeu que tu as décidé de jouer. Il y en a qui jouent différemment sur YouTube. Là, ils font une vidéo tous les mois, ils font voilà. Mais toi, pour traiter ton sujet, ouais, c'est du 5,
5 vidéos par semaine. Ouais, Voilà. Et ça, c'est les règles du jeu. Si tu ne veux pas respecter les règles, bah, tout simplement, tu ne vas pas avoir les mêmes résultats qu'Antoine. Et si tu ne veux pas respecter les règles, bah, tu ne vas pas avoir les mêmes résultats que, je sais pas, Matuidi ou j'en sais rien, tu vois. et Voilà. on en revient à la phrase, OK, tu veux devenir pro, mais est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Le prix, qu'est-ce que c'est? C'est sacrifier des moments, sacrifier des anniversaires, sacrifier, c'est le jeu. C'est ça. C'est ça. Et Il puis parfois, faut s'éloigner de certaines personnes euh, exact. pour mettre l'objectif au-dessus. Ouais, Voilà. Ça ne veut pas dire que tu les oublies pas, c'est-à-dire que tu les aimes pas. Mais parfois, aimer une personne, c'est aussi la laisser aller vers ses objectifs. Et si ces personnes-là vous tirent systématiquement en arrière, demandez-vous si ces personnes-là vous aiment réellement. Aimer, ouais, vous comprenez ce que ouais. je veux dire. On en Mais on peut en revenir aux femmes parce qu'il y a un aspect aussi, il y en a qui boycottent le foot parce qu'ils sont tombés amoureux d'une nana ou ils consacrent trop de temps à cette fille-là et en fait, vu qu'émotionnellement, ils sont très attachés à cette fille-là, ce sera un sujet important qu'on pourra aborder ensemble, Nico, ça, dans un prochain podcast. Affectivement ou émotionnellement, ils sont attachés à la fille et la fille est le centre de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont attaché au lieu d'attacher leur vie à un projet, ils ont attaché à une fille et si la ouais, fille la quitte ce mec-là ou s'il y a un problème avec cette fille-là, le football, vu qu'il est secondaire dans ce moment-là, c'est la dégringolade et là, oh là là, ouais. c'est le début de la fin. Faut Mais faut faut couper le là, on en revient à la même chose que le regard des autres, de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est si tu as besoin des autres pour venir te dire que tu es un bon joueur et te compléter, bah là, c'est un problème. Si tu as besoin d'une femme ou d'un homme pour venir compléter ton humanité, ta part de ton identité, bah, c'est pareil, c'est que tu as du travail à faire pour te sentir bien tout seul, pour te sentir. Voilà, là, c'est. En fait, on en revient toujours à que ce soit la pression, les femmes, tout ça, nanana, c'est l'estime de moi. Est-ce que j'ai besoin de mes gars du quartier pour me sentir fort ou est-ce que finalement, je me sens fort moi-même tout seul, même quand personne ne me regarde? Est-ce que j'ai besoin d'une femme pour venir me faire sentir vivant, me faire sentir connecté à mes valeurs, connecté à ci, connecté à ça, enfin me faire sentir plus? Enfin, voilà, c'est co qu'il te manque coach red quelque chose. pill, Hein? coach red pill. Ouais, on va être là en mode, on va parler des mâles Nico, sa alpha, tout formation ça, tout ça. alpha disponible en description, comment devenir un Non, non, les gars, je suis pas dans ça, je suis pas dans ça. Je laisse ça à des experts du sujet. Moi, les gars, ça compte pas. Je suis marié, je suis avec la même femme depuis 12 ans, donc il y a un moment donné où on n'a plus les mêmes codes. Moi, c'est plus tout à fait pareil que le jeune qui vit une histoire peut-être plus jeune, plus adolescente. C'est ça comme ça. ouais, carrément. Bah, là, on franchement, Nico, on est pas mal, on a fait le tour, on s'est un peu égaré, mais au final, On s'est bien égaré au final, hein. Moi, j'espère ouais, que vous ouais, avez mais kiffé prendre les chemins de traverse avec nous, là, en mode, on est ouais, parti loin, mais bon, on se laisse aller. ouais. Non, mais c'est bien de Et le en- dire, hein, tu vois? Je suis sûr à 100 qu'il y a des joueurs qui ont du mal à gérer la pression, le regard des autres, ou même des mecs, qui habitent dans des quartiers et qui il y en a qui vont voir ça comme une stigmatisation ou il y en a qui vont voir ça comme, «Ouais, il a pas tort et en fait, je prends ça comme un faux et je ferai attention et je vais, baser mes objectifs sur le foot et pas sur des Mm. conséquences d'argent, de voiture, de femme, de» tu vois? Ouais. De ma En t- maman à l'abri et ouais. notre but à chaque fois les gars, Nico il est p tu es plus bienveillant que moi. Moi, je suis plus sec, direct, donc ça peut paraître un Ouais. peu méchant, mais heu, l'objectif est le même les gars, c'est de la bienveillance, vous donner un Mm, maximum de mm. conseils, vous faire avancer et c'est ce qu'on essaie de faire tous les week-ends, enfin tous les jeudis, pardon, pas tous les Non, mais c'est ça. Moi, les gars, quand je dis quelque chose et que on est obligé de temps en temps, si on veut, à un moment donné, pas faire les langues de bois. Et ah, voilà, faut on est obligé trancher, hein. de, on est obligé de dire, voilà, mec de quartier, tout ça, même si, en fait, c'est une généralité qui n'a pas lieu d'être, dans le sens où, bien évidemment, que comme dans tout, tu as de tout dans un quartier. Dans d'autres zones de France, on va dire ça comme ça, d'autres lieux d'habitation, tu as de tout aussi. T'as des mecs bien, des mecs pas bien, des meufs pas bien. Voilà, c'est jamais simple en fait d'aborder un sujet, de devoir parler en général, et puis en fait après de s'entendre de dire forcément bah ouais mais moi je suis pas comme ça. Bah, je sais, je sais. Maintenant il faut qu'on parle quand même, donc pas faire semblant de pas dire les mots, pas faire semblant de Non, de toute voilà. Donc façon les pour, gars, et c'est toujours dans la bienveillance. Il y a ouais vraiment que de l'analyse, que du voilà, que et que pour avoir un de mettre un raisonnement sujet sur la table et de décortiquer quoi. les gars, c'est une petite un petit parallèle, on ne peut pas faire un raisonnement en prenant que des individualités. D'abord, faut penser groupe et après on pense individualité. Ouais, et puis surtout, quand on parle, les gars, on peut pas être dans l'émotionnel. Ça veut dire, il faut pas être. Quand vous entendez un truc et que vous êtes touché par quelque chose, c'est qu'au fond de vous-même, ça vient toucher une blessure, quel que soit le sujet, hein, quel que soit le sujet, hein. Si, quand on vous parle,
de manière générale, et que ça vient vous toucher, vous heurter, c'est que ça vient toucher une blessure. Et le problème, c'est pas ce que la personne a dit. Selon la gravité de ce qu'elle a dit, ça peut être un problème juridique ou quoi. Mais au-delà de ça, ne soyez pas impacté par ce que vont dire les autres. Et si vous l'êtes, questionnez-vous de plutôt, au lieu de vous dire, mais c'est un bâtard, il m'a dit ça, nanana, vous questionnez-vous toujours plutôt, mais en fait, pourquoi ça m'a fait réagir? Comment ça se fait que ce mec-là, il a eu du pouvoir sur moi en disant ça? Parce que moi, en fait, au fond de moi, je sais, tu vois, je sais ce que je veux. Ça ne veut pas dire qu'après, tu ne vas pas te battre pour défendre tes idées ou quoi, mais que ça vienne te piquer. Ah, ça doit te questionner sur, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a été Ouais. piqué? Pourquoi est-ce que je l'ai mal pris? Parce que tu te battes pour tes idées, c'est une chose. Par contre, que tu sois piqué, que ça vienne te blesser quelque chose, là, bah, il y a une bonne façon de travailler sur soi-même, facile, identifier. C'est comment ça se fait que j'ai été blessé par ce truc alors que je suis censé m'en foutre de ce qu'il a dit. Voilà. Et là, on en revient à des trucs qui peuvent faire monter la pression ou des enjeux, tout ça. Donc, les gars, voilà, je vous Ouais. laisse là-dessus. Je pense qu'on va se réégarer si je relance ce sujet-là. Ouais. Ouais, j'avais des sujets là, je voulais m'égarer sur le fait que je comprends pas les gens qui écrivent des pavés en commentaire ou qui insultent, pour moi, c'est une grille de lecture du monde qui me je sais pas, j'aime pas quelqu'un, je OK, je zappe, tu vois? Mais c'est autre chose. Je n'ai pas de réponse. La team, merci pour avoir visionné ce podcast jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous avez le lien de Nico en description, vous avez le lien de l'académie en description. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast et prenez soin de vous et à la prochaine. Force à vous, les gars.